Alors, nous allons nous attaquer maintenant à la stratégie de communication, qui est un élément et un outil essentiel lors d'une stratégie commerciale, puisque créer un bon produit, c'est bien, mais savoir le vendre grâce à sa communication, c'est mieux. Alors, pour ce faire, il y a le processus de communication qui est extrêmement important. Alors, voici le petit schéma un peu comment cela se passe. En général, c'est comme cela que ça se passe si on veut en tout cas qu'elle soit bien construite et qu'on n'ait pas oublié des éléments qui font de notre communication la communication idéale par rapport au produit, évidemment, qu'on est en train de mettre en vente. Alors, nous sommes l'émetteur, puisque l'émetteur, c'est celui qui a fabriqué le produit et qui va émettre ce qu'il veut faire savoir, ce qu'il veut passer comme message au niveau du consommateur final. Donc l'émetteur va réaliser un projet. Donc ça part de l'émetteur qui va réaliser ce qu'on appelle le codage, c'est-à-dire que dans un premier temps, il va faire des petites étapes, un petit schéma, des messages qui doivent passer auprès du consommateur, quelles sont les valeurs essentielles du produit qu'il veut, qui arrive directement dans le cerveau du consommateur. C'est un petit peu un plan de sa communication. Qu'est-ce qui doit passer absolument? Qu'est-ce qui peut passer en second lieu? Donc, on fait le codage de l'événement médiatique qu'il va produire. On arrive ensuite sur un message qui est un petit peu plus clair, qui commence un petit peu à se dessiner avec une structure plus organisée et j'ai envie de dire que ce message arrive déjà au niveau de tout ce qui est média. Donc, on va déjà prendre des contacts avec le média qui est concerné par notre communication, que ce soit la télévision, la radio, les journaux, Internet, Facebook, etc. On prend donc les contacts avec les personnes qui y travaillent et qui sont aussi des genres de conseils et qui seront donc là pour voir ce qui est adapté à leur réseau de communication, voir ce qu'il y a lieu de faire, parce que ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose au point de vue communication que tout est faisable par rapport aux médias choisis. On arrive ensuite dans une phase de décodage, c'est-à-dire qu'on a entendu la demande de l'émetteur et qu'on a vu les possibilités que le média offre, on fait le décodage, c'est-à-dire qu'on va retirer ce qui est impossible et peut-être ajouter des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui sont plus symboliques par rapport aux médias utilisés. Une fois que le message est dessiné et qu'il correspond aux médias, on envoie le tout au récepteur. Le récepteur, c'est le consommateur final, c'est-à-dire celui qu'on vise. Donc le décodage a été fait, le média est envoyé, il est diffusé et le récepteur le reçoit. Il le reçoit donc soit par la radio, soit par la télévision, soit par les réseaux sociaux ou d'autres médias. Évidemment, il le reçoit en tout cas, il a connaissance de l'existence de votre produit. Alors, vous voyez qu'au milieu de tout ça, qui va un petit peu dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle le bruit. Alors, le bruit dans le jargon, ça veut simplement dire ce que ça va procurer. C'est-à-dire, cette communication-là, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Il y aura du bouche à oreille, les gens vont en parler, on en parlera peut-être dans d'autres médias, la concurrence va se réveiller, etc. Donc, tout ça, ce sont les conséquences de commencer la communication sur un produit. C'est ce qu'on appelle le bruit. Ça va un peu dans tous les sens, c'est plein d'acteurs de la production, de la communication, de la consommation sont concernés ici. Le récepteur, notre consommateur, forcément, va faire ce qu'on appelle le feedback. C'est-à-dire que par rapport aux médias qu'on a diffusés, il y a des médias qui sont à eux-mêmes des vrais films et qui attirent l'attention comme un vrai thriller au cinéma. Et à côté de ça, il y a des médias qui ne marquent pas du tout l'esprit du consommateur. Donc le feedback, c'est en gros, est-ce que on a la possibilité d'avoir une réponse ou non du consommateur. Donc notre récepteur, il reçoit l'information, il en tire les conclusions qu'il en a tirées, donc ça c'est son feedback, il va tirer les conclusions de notre média et de ce qu'on lui a fait passer comme message par rapport à notre produit, et il va donc aller vers une réponse qui sera bien évidemment la réponse oui, j'ai envie d'acheter votre produit, votre média m'a donné envie de l'acheter, ou non, je ne donne pas de réponse car il ne m'intéresse pas et je vais voir ailleurs ce qu'il se passe. Ça, c'est le processus de communication classique. Alors, ensuite, il y a les étapes de l'élaboration d'un plan de communication. C'est d'ailleurs ce que vous allez devoir faire dans votre projet.
La rédaction de la stratégie de la communication. Donc, il n'y a pas lieu de se lancer directement dans la communication. Il y a la rédaction d'un plan. Où on va, qu'est-ce qu'on veut faire passer, c'est ce qu'on a vu dans le processus juste avant. Donc, la définition des objectifs et le rappel du rôle de la communication dans le mix de l'annonceur. Notoriété, attrait, préférence, éliminer un frein, améliorer l'image. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a lieu ici de définir quel est le but, quel est l'objectif exclusif ou prioritaire de notre campagne de communication. Est-ce qu'on veut tout simplement rappeler le consommateur à dire qu'on existe encore, qu'on est sur le marché? Ou est-ce qu'on veut juste se valoriser plus et marquer forcément notre place dans le leadership? Ou est-ce qu'au contraire, on veut seulement se faire connaître? Ou au contraire, on veut faire peut-être disparaître des idées reçues sur nos produits? Le premier lieu, c'est de bel et bien définir clairement et de manière profonde le ou les objectifs de notre campagne de communication. Il y a lieu ensuite de voir les caractéristiques des cibles de communication. Donc, il faut définir sa cible. On distingue généralement le cœur de cible. C'est ce qu'on appelle les personnes qui vont donc être directement concernées par rapport aux cibles secondaires qui sont constituées par des influenceurs, prescripteurs, leaders d'opinion, etc. Alors, ils sont aussi tout ce qui est... donc, est-ce qu'on veut aller sur une concentration directe uniquement, c'est-à-dire on va aller directement chez les gens qu'on sait qui seront intéressés par notre produit, mais qu'il faut simplement les convaincre de l'acheter chez nous plutôt que chez le concurrent? Ou est-ce qu'on veut viser tout le monde, même ceux qui n'auraient pas pensé être amateurs de notre produit, et finalement les convaincre à venir vers nous? Il faut ensuite aussi définir les caractéristiques d'attitude de la cible à l'égard d'un produit ou de la marque. C'est-à-dire qu'on doit envisager, on doit prévoir l'attitude que nos consommateurs pourraient avoir par rapport à notre produit ou à notre marque. Est-ce qu'on pense qu'avec notre communication, avec notre produit, les gens peuvent avoir peur que ça ne fonctionne pas, peuvent avoir peur que ce soit trop coûteux, peuvent avoir peur que ce soit une futilité. Donc tout ça, on doit l'envisager comme un consommateur, on doit se mettre à sa place. Est-ce que dans leur cas, quand je vois le produit, j'aurais envie de l'acheter ou est-ce que j'ai des freins? Est-ce que j'ai des peurs par rapport à ce produit? Grâce à cette mise en position du consommateur, de l'acheteur, on va pouvoir trouver ce qui va faire qu'il ne voudrait pas acheter notre produit. Il y a donc lieu de bien se mettre à sa place pour enlever toutes les barrières qui pourraient faire qu'il n'achète pas notre produit. Il y a ensuite les caractéristiques de la concurrence. On est d'accord que la concurrence, forcément, si elle est concurrente, c'est qu'elle a le même produit que nous ou plus ou moins le même genre. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent de la concurrence et ce sur quoi on va insister dans notre campagne de promotion pour dire, voilà, chez nous, on a ça, chez les autres, ils ne l'ont pas. Alors, il faut faire attention à la loi contre la publicité sur la concurrence, c'est-à-dire que il y a quelques années, la barrière a été levée, notamment en France. Ils peuvent clairement citer un de leurs concurrents dans leur promotion. En Belgique, c'est différent. On peut faire des petites insinuations, mais on ne peut pas citer la marque d'un concurrent dans un plan de communication. Alors, rappel des principales contraintes financières, légales, il faut quand même voir, est-ce que la campagne de promotion qu'on veut faire, d'abord, est-ce qu'elle est dans notre budget, dans notre moyen? Et surtout, est-ce qu'elle répond aux mentions légales ou est-ce qu'il y a certaines choses que je vais devoir aller vérifier à ce niveau-là? Une fois qu'on a fait cette rédaction de la stratégie de la communication, on peut passer à la rédaction de la stratégie créative. Donc, une fois qu'on a fait un peu la partie, j'ai envie de dire, qui est peut-être la moins plaisante pour quelqu'un qui est dans le marketing, parce que c'est plus de l'administratif et des contraintes, tandis que la rédaction de la stratégie créative, c'est là où on va laisser éclater, exploser un peu la touche de créativité et surtout la touche un petit peu personnelle de notre campagne de promotion. Donc, le contenu du message, trouver un thème, un axe, une idée de nature à motiver la cible visée. Donc, comment on va orienter notre publicité? Est-ce qu'elle aura un thème précis qui peut être aussi bien un univers, un environnement, une couleur ou tout simplement un style de vie? Ça dépend un petit peu aussi ce en quoi consiste votre produit.
Il y a ensuite la structure du message. En troisième étape, dans quel ordre faut-il présenter les arguments? Doit-on délivrer un message à sens unique ou à double sens? Doit-on conclure? Autrement dit, on a plein de choses à faire passer, mais il ne faudrait pas être trop déstructuré et perdre le consommateur qui ne va plus rien comprendre à ce produit qu'on est en train de lui présenter. Il y a donc lieu de voir dans quel ordre le plus judicieux possible il faut lui présenter les choses. Pour arriver soit à une optique de le convaincre de venir acheter ou du moins d'attiser sa curiosité. Est-ce qu'on veut livrer un message direct, autrement dit, voilà ce qu'on vend, on vend ça, c'est exceptionnel, il a tel critère, il est à tel prix. Ou au contraire, on veut aller dans un double sens, c'est-à-dire, encore une fois, donner envie sans donner trop de détails pour forcer un peu le consommateur à venir découvrir et être peut-être séduit par plus de choses qu'il ne pensait au départ. Le format du message, le choix des mots, du ton de la voix, du rythme pour un spot radio, taille du titre, du texte, de l'image, de la couleur pour une affiche, tout ça est primordial. Si vous vendez un article zen, mais que vous parlez de manière totalement dynamique, totalement excitée, cela va est dans un sens totalement contradictoire à celui que vous voulez faire passer dans votre produit. Autrement dit, c'est pour cela que généralement tout ce qui est produit zen, etc. et de bien-être ont souvent des couleurs très pâles, très pastel et ont souvent une dynamique de voix très douce, très épurée, très zen, très reposante. Pourquoi? Parce que ça doit être logique par rapport au produit que vous vendez. La source du message, la crédibilité de la source renforce l'efficacité du message. Autrement dit, il faut aller dans le vrai dans votre message. Il ne faut pas mettre des fioritures pour le plaisir d'en mettre pour attirer les gens. Si vous mettez beaucoup de fioritures, mais que quand les gens viennent se renseigner, ils sont déçus, ben là, vous êtes sûr que vous ne vendrez pas votre produit, mais que si plus tard vous commercialisez d'autres produits, vous aurez tout de suite une appréhension du client par rapport à vos produits.